Tout s'est refermé autour du Sahel sans avertissement. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, les expulsions de forces françaises, la montée des accords de renseignement et le renforcement de points d'ancrage chez les voisins dessinent un encerclement en couches. L'économie subit aussi des avoirs gelés, une aide retenue, des accès financiers limités, tandis que l'isolement diplomatique s'approfondit et pousse l'alliance des États du Sahel à chercher des appuis, notamment avec la Russie et la Chine. Que peut gagner Ibrahim Traoré s'il est au tien? Le choc dépasserait toutes les frontières. Ce récit promet une chose claire: comprendre ce qui se joue réellement derrière l'affrontement discret entre souveraineté proclamée et pression cumulée au Sahel. Il ne s'agit pas d'un simple bras de fer militaire, mais d'un enchevêtrement de décisions économiques, d'alliances sécuritaires et de récits politiques concurrents qui redéfinissent les marges de manœuvre des États concernés. Pour le public, l'enjeu est précis: saisir comment ces choix peuvent remodeler l'équilibre régional, influencer les flux de ressources et peser sur la stabilité à moyen terme. Au cœur de cette dynamique, Ibrahim Traoré incarne un pari risqué: transformer une rupture symbolique en souveraineté durable, malgré l'isolement, la pression financière et l'insécurité persistante. Ce qui est en jeu dépasse un pays. C'est la viabilité d'un modèle alternatif dans un environnement hostile. En moins de 3 ans, entre 2020 et 2020, trois capitales sahéliennes ont rompu avec un dispositif sécuritaire présenté pendant des décennies comme intangible. Les forces françaises ont quitté le Mali, puis le Burkina Faso, avant que le Niger n'ordonne à son tour leur départ après le coup d'État de juillet 2023, transformant un retrait progressif en signal politique net. Ce basculement ne surgit pas du vide. Depuis longtemps, la présence militaire occidentale était justifiée par la lutte contre le terrorisme et la stabilisation régionale. Pourtant, malgré des années d'opération, l'insécurité s'est aggravée. Les groupes armés se sont diffusés et les États concernés sont restés parmi les plus pauvres du monde, alors même que l'or et l'uranium quittaient le Sahel à un rythme soutenu. Cette contradiction a nourri une défiance profonde envers un système perçu comme protecteur en discours, mais extractif en pratique. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des visages les plus visibles de la rupture. Son arrivée au pouvoir au Burkina Faso s'inscrit dans une séquence régionale où les juntes militaires ont affirmé que la sécurité devait être assumée localement, sans tutelle extérieure. La logique est simple: si la justification première de la présence étrangère était la protection, alors l'échec de cette promesse ouvre la voie à une alternative. Mais la réponse occidentale ne s'est pas limitée à un retrait. Autour du Sahel, un réseau discret s'est densifié. Accords de partage de renseignements, bases et centres de formation installés chez des voisins, mécanismes de pression économique et diplomatique. Ce n'est pas une invasion, mais un encerclement fonctionnel, conçu pour surveiller, contenir et, si nécessaire, peser sur les trajectoires politiques des États dissidents. Ainsi se dessine le cœur du paradoxe. Les États du Sahel ont gagné une marge de manœuvre symbolique en expulsant des troupes, mais se retrouvent confrontés à une pression multiforme qui dépasse leurs frontières. C'est dans cet espace étroit entre affirmation et contrainte que se joue l'expérience actuelle portée par Ibrahim Traoré et ses homologues. Sur le terrain, cette reconfiguration abstraite se traduit par des effets rapides et concrets, perceptibles bien avant les grands bilans géopolitiques. Au Burkina Faso, les premières décisions ont touché la sécurité quotidienne: réorganisation des forces armées, intensification du recrutement et mise en avant d'une logique de défense nationale plutôt que de dépendance à des opérations étrangères.
Pour une partie de la population, ces signaux ont été interprétés comme une reprise de contrôle, même si les résultats restent inégaux et fragiles. Ibrahim Traoré sert ici de personnage guide, non comme figure héroïque, mais comme point de cristallisation d'attentes sociales accumulées. Jeune officier propulsé au sommet de l'État, il concentre à la fois l'espoir d'un changement de méthode et la crainte d'une dérive autoritaire. Dans ses prises de parole, la souveraineté n'est pas présentée comme un slogan abstrait, mais comme une réponse directe à l'échec perçu des partenariats précédents. Cette rhétorique trouve un écho particulier chez des populations lassées de promesses sécuritaires non tenues. Un premier impact se mesure aussi dans le domaine économique. La révision annoncée de certains contrats miniers et le contrôle accru de l'or artisanal visent à montrer que la rupture ne concerne pas seulement les uniformes, mais aussi la circulation de la richesse. Ces gestes, encore limités, ont toutefois un effet symbolique fort. Ils signalent que l'État entend peser davantage sur des secteurs longtemps dominés par des intermédiaires étrangers. Cependant, ces avancées précoces s'accompagnent d'effets secondaires immédiats. Les restrictions financières, la suspension de certaines aides et l'incertitude diplomatique compliquent la gestion quotidienne, tant pour les autorités que pour les acteurs économiques locaux. Le contraste est frappant. Une affirmation politique renforcée, mais une marge de manœuvre matérielle encore étroite. Et l'idée centrale, la voici. La souveraineté commence à se voir, mais elle reste coûteuse. Tout commence par une série de décisions qui rompent avec des décennies de pratiques établies. Entre 2022 et 2023, le Mali, puis le Burkina Faso et enfin le Niger note officiellement aux forces françaises leur départ. Ces annonces ne sont pas improvisées. Elles s'inscrivent dans une dynamique où les nouvelles autorités militaires estiment que la présence étrangère n'a ni contenu l'insécurité, ni amélioré la stabilité interne. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré s'inscrit pleinement dans cette logique en affirmant que la sécurité ne peut être sous-traitée sans perte de souveraineté. La phase d'activation est rapide. Les bases françaises ferment, les convois quittent les capitales et les symboles d'une coopération ancienne disparaissent presque du jour au lendemain. Ce retrait, cependant, n'équivaut pas à un désengagement occidental. Il marque plutôt un déplacement du centre de gravité. Paris et ses alliés renforcent leur partenariat sécuritaire avec les pays voisins, développent des centres de formation, approfondissent le partage de renseignements et maintiennent une capacité d'intervention rapide depuis l'extérieur des frontières sahéliennes. Vient ensuite le moment du pic de tension. Les États du Sahel, désormais regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, annoncent une coordination accrue de leur politique de défense et explorent activement des partenariats alternatifs. La Russie fournit des instructeurs et du matériel, tandis que la Chine mise sur les infrastructures et la connectivité. Pour Ibrahim Traoré, ce repositionnement vise à montrer qu'il existe des options en dehors du cadre occidental traditionnel, même si ces choix suscitent une méfiance accrue sur la scène internationale. Les répliques ne tardent pas. Sur le plan économique, des avoirs sont gelés, certaines aides sont suspendues et l'accès aux mécanismes financiers internationaux devient plus incertain. Sur le plan politique, les régimes sahéliens sont décrits comme illégitimes ou instables et leur reconnaissance diplomatique est freinée. Ces mesures, présentées comme techniques ou procédurales, produisent un effet cumulatif qui pèse lourdement sur des économies déjà fragiles. Enfin, la phase de résonance s'installe. À l'intérieur des pays concernés, la population observe une double réalité. D'un côté, une fierté retrouvée liée à l'affirmation de l'indépendance politique, de l'autre, des difficultés matérielles accrues et une insécurité persistante. Ibrahim Traoré et ses homologues
doivent composer avec cette tension permanente, où chaque décision est scrutée à la fois comme un acte de résistance et comme un risque supplémentaire. Cette séquence révèle une chose essentielle. La rupture avec l'ordre ancien n'est ni instantanée ni indolore. Elle déclenche une chaîne d'événements où chaque gain symbolique entraîne des coûts concrets et où l'élan initial se heurte rapidement à la réalité des rapports de force régionaux et internationaux. Le cœur de la stratégie sahélienne repose sur une lecture chiffrée d'un échec passé et d'un pari présent. Pendant des années, la présence militaire étrangère a été associée à des flux financiers importants, présentés comme un investissement massif dans la sécurité régionale. Pourtant, le résultat observé par les autorités actuelles est inverse à la promesse initiale. Malgré des milliards mobilisés sur plusieurs décennies, l'insécurité s'est étendue géographiquement et la capacité des États à contrôler leur territoire est restée limitée. Ce décalage entre moyens engagés et effets constatés constitue le point de départ de la rupture. Le premier indicateur mis en avant concerne la sécurité elle-même. Avant les expulsions, les opérations antiterroristes internationales étaient censées réduire durablement la violence. Après leur départ, les États du Sahel reconnaissent que les attaques n'ont pas disparu, mais ils soulignent que la situation ne s'était pas améliorée non plus sous l'ancien dispositif. Le passage d'un modèle externalisé à un modèle national est donc présenté comme un changement de contrôle plutôt que comme une solution immédiate, avec l'idée que la responsabilité directe permet au moins d'aligner décisions et priorités locales. Un second élément chiffré concerne l'économie des ressources. Au Niger, l'uranium exporté depuis des décennies alimente des infrastructures énergétiques étrangères, tandis que le pays reste classé parmi les plus pauvres. Ce contraste sert de mesure implicite. Richesse extraite contre pauvreté persistante. Au Burkina Faso, l'or artisanal, longtemps capté par des réseaux intermédiaires, devient un enjeu central de régulation étatique. L'objectif affiché n'est pas d'augmenter brutalement les volumes, mais de modifier la répartition des revenus afin que l'État capte une part plus visible de la valeur produite. Le troisième indicateur touche aux alliances. Avant 2020, l'architecture sécuritaire reposait presque exclusivement sur des partenaires occidentaux. Après les ruptures successives, cette dépendance unique est remplacée par une diversification. La Russie intervient par la formation et l'équipement, la Chine par les infrastructures. Ce basculement ne se mesure pas uniquement en montant financier, mais en variété d'options disponibles. Pour les dirigeants sahéliens, réduire la dépendance à un seul acteur équivaut à diminuer le risque politique global. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire avant-après. Avant, un système stable en apparence, mais inefficace selon ses propres objectifs affichés. Après, un ensemble de choix plus risqués, mais jugés cohérents avec une reprise de contrôle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré met en avant une logique simple: accepter une phase de turbulence mesurable plutôt que prolonger un modèle coûteux dont les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Ces preuves quantitatives restent incomplètes et parfois indirectes, mais elles structurent le discours officiel. Elles, elles servent moins à prouver un succès immédiat qu'à justifier un changement de cap. Le message est clair. La souveraineté n'est pas évaluée uniquement par des résultats instantanés, mais par la capacité à redéfinir les paramètres mêmes de la décision, même lorsque les chiffres à court terme restent sévères. Les critiques de la trajectoire sahélienne avancent d'abord un argument sécuritaire direct. Selon eux, rompre avec des partenaires militaires expérimentés affaiblit immédiatement la capacité de lutte contre les groupes armés, surtout dans une région où les frontières sont poreuses et les menaces transnationales. Ils soulignent que les forces locales manquent encore de moyens, de renseignement et de coordination, et que le départ des contingents occidentaux crée un vide opérationnel difficile à combler,
rapidement. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée risque de se payer par une insécurité accrue pour les populations. Un second argument porte sur l'économie et la gouvernance. L'isolement diplomatique, la suspension de certaines aides et la méfiance des investisseurs sont présentés comme des coûts immédiats qui fragilisent des États déjà vulnérables. Les opposants estiment que la diversification des partenariats vers la Russie ou la Chine ne garantit ni transparence ni développement durable et pourrait simplement remplacer une dépendance par une autre. À leurs yeux, la rupture brutale accroît le risque d'un repli autoritaire, où la rhétorique de la souveraineté masque des difficultés internes non résolues. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, la réponse des dirigeants sahéliens repose sur une contre-lecture structurée. D'un point de vue sécuritaire, ils rappellent que la présence étrangère n'a pas empêché l'expansion des violences, malgré des années d'opérations et de ressources engagées. Le changement n'est donc pas présenté comme une dégradation volontaire, mais comme une tentative de sortir d'un statu quo jugé inefficace. En reprenant le contrôle direct, ils assument le risque, mais aussi la responsabilité, ce qui modifie l'incitation politique à produire des résultats. Sur le plan économique, l'argument n'est pas que les nouveaux partenaires sont idéaux, mais qu'ils élargissent le champ des possibles. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu central est la capacité de négocier. Tant que les options étaient limitées, les termes restaient imposés. La diversification, même imparfaite, introduit une concurrence entre modèles et redonne un levier aux États sahéliens. Cette logique n'élimine pas les dangers soulignés par les critiques, mais elle explique pourquoi les autorités préfèrent un risque assumé à une dépendance prolongée. Ce point marque un changement décisif dans la lecture de la crise sahélienne. Jusqu'ici, l'attention s'est portée sur les bases, les troupes et les alliances visibles. Mais au cœur du dispositif se trouve une pression plus diffuse, exercée par des leviers économiques, financiers et narratifs. Les, san- les sanctions envisagées, les avoirs gelés et l'exclusion partielle des mécanismes financiers internationaux fonctionnent comme une extension silencieuse du champ de bataille. Elles limitent la capacité des États à financer leurs priorités et testent leur endurance politique. Pour Ibrahim Traoré, cette réalité redéfinit le sens même de la souveraineté. Il ne s'agit plus uniquement de décider qui opère sur le territoire national, mais de savoir qui contrôle l'accès aux ressources, au crédit et à la légitimité internationale. La bataille se joue donc autant dans les ministères des Finances et les chancelleries que sur le terrain sécuritaire. Cette superposition des pressions explique pourquoi la rupture avec l'ordre ancien ne produit pas un apaisement immédiat, mais une phase de tension prolongée. Ce milieu de parcours révèle aussi une contrainte structurelle. Les États du Sahel peuvent expulser des forces étrangères, mais ils ne peuvent pas empêcher ces mêmes acteurs d'agir depuis l'extérieur de leurs frontières. La souveraineté devient alors une capacité à tenir dans le temps sous contrainte constante. C'est à ce stade que le pari devient clair. Soit ces États parviennent à transformer cette pression en moteur de cohésion interne, soit l'accumulation des coûts érode progressivement leur marge de manœuvre. Les effets de cette reconfiguration se mesurent différemment selon les acteurs, et c'est là que la portée réelle du choix sahélien apparaît. Pour les États d'abord, l'affirmation de souveraineté se traduit par une reprise de l'initiative politique, mais aussi par une charge accrue. Les gouvernements doivent financer eux-mêmes une part plus large de la sécurité, gérer des relations diplomatiques tendues et compenser la perte de certains appuis extérieurs. Cette autonomie décisionnelle renforce la légitimité interne de dirigeants comme Ibrahim Traoré, mais elle expose aussi l'appareil d'État à des contraintes budgétaires immédiates et à des arbitrages plus douloureux. Pour les entreprises, locales comme étrangères, le paysage devient plus incertain. Les révisions de contrats miniers,
La surveillance accrue de l'or artisanal et les discours sur la captation nationale de la valeur modifient les règles du jeu. Certaines sociétés y voient un risque juridique et financier, d'autres une opportunité de renégociation dans un cadre plus clair. À court terme, l'investissement ralentit, faute de visibilité. À moyen terme, la diversification des partenaires pourrait toutefois ouvrir de nouveaux circuits économiques, moins dépendants d'un seul pôle d'influence. Du côté des populations, l'impact est ambivalent. La fierté liée à l'affirmation politique est réelle, nourrie par un discours qui valorise l'autonomie et la dignité nationale. Mais cette dimension symbolique coexiste avec des réalités plus dures. Inflation, accès restreint à certains financements internationaux et persistance de l'insécurité dans plusieurs zones rurales. Pour beaucoup, la souveraineté se vit comme une promesse encore inachevée, dont les bénéfices restent différés, tandis que les coûts sont immédiats. Enfin, à l'échelle régionale, les voisins observent avec attention. Certains renforcent leurs liens sécuritaires avec les puissances occidentales, par prudence ou opportunisme. D'autres testent discrètement des marges d'autonomie, sans aller jusqu'à la rupture. Le Sahel devient ainsi un point de référence positif ou négatif dans les calculs stratégiques africains. Si l'expérience menée par l'Alliance des États du Sahel tient, elle pourrait inspirer des ajustements similaires ailleurs. Si elle échoue, elle servira de mise en garde. Dans ce jeu, à plusieurs niveaux, Ibrahim Traoré incarne une figure de focalisation. Son discours lie directement les sacrifices actuels à des gains futurs, en insistant sur la nécessité de traverser une phase de pression avant de stabiliser un nouveau modèle. Les conséquences ne sont donc pas uniformes ni définitives. Elles dessinent un paysage en transition où chaque acteur réévalue ses intérêts face à un Sahel qui n'accepte plus d'être un simple espace d'influence. Le premier scénario, central, repose sur une stabilisation sous tension. Les États du Sahel maintiennent leur ligne politique, coordonnent davantage leurs dispositifs de sécurité et absorbent progressivement les effets des pressions économiques. Les partenariats alternatifs fournissent un minimum de continuité opérationnelle sans transformation spectaculaire. La croissance reste contrainte, l'insécurité persiste par poche, mais l'appareil d'État tient. Dans ce cadre, la souveraineté n'apporte pas de dividendes rapides, mais elle évite un retour explicite à l'ordre ancien. Le pari est celui de l'endurance. Tenir assez longtemps pour normaliser une situation devenue la nouvelle référence. Le deuxième scénario, optimiste, suppose une convergence de facteurs favorables. La coordination régionale s'améliore, les chaînes d'approvisionnement intra-sahéliennes gagnent en fluidité et certains investissements ciblés produisent des effets visibles. Les autorités parviennent à capter une part plus élevée des revenus miniers, allégeant la contrainte budgétaire. Sur le plan sécuritaire, les forces locales gagnent en efficacité relative, réduisant la pression dans des zones clés. À l'international, le discours de rupture perd de sa charge conflictuelle au profit d'une reconnaissance pragmatique. La souveraineté cesse d'être défensive et devient progressivement fonctionnelle. Le troisième scénario, dégradé, met en lumière les fragilités du projet. L'accumulation des sanctions, l'assèchement financier et les difficultés logistiques affaiblissent les capacités étatiques. Les tensions internes s'exacerbent, l'insécurité gagne du terrain et la promesse de contrôle national s'érode face aux contraintes quotidiennes. Dans cette hypothèse, les autorités sont contraintes de composer à partir d'une position affaiblie, en renégociant sous pression ou en acceptant des compromis qui vident la rupture initiale de sa substance. La souveraineté proclamée survit dans le discours, mais recule dans la pratique. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Leur point commun est une incertitude structurante. Aucun chemin ne garantit un résultat clair à court terme.
La décision clé n'est donc pas de choisir l'issue, mais de gérer la trajectoire. Une recommandation de méthode s'impose. Évaluer chaque choix non seulement à l'aune de ses gains immédiats, mais de sa capacité à préserver des options futures. Dans un environnement contraint, la flexibilité devient une ressource stratégique à part entière. Pour le public, cette séquence sahélienne n'est pas qu'un débat lointain de chancellerie. Elle renvoie à des questions concrètes sur la manière dont des États fragiles tentent de reprendre la main face à des rapports de force hérités. Pour certains observateurs africains, l'expérience menée par l'Alliance des États du Sahel fait écho à un sentiment largement partagé. L'indépendance politique proclamée n'a pas toujours produit l'autonomie économique et sécuritaire attendue. Voir des dirigeants assumer ouvertement cette contradiction crée un effet de reconnaissance, même lorsque les résultats restent incertains. Pour d'autres publics, notamment en Europe, le dossier interroge la durabilité des stratégies passées. La stabilisation par la présence militaire extérieure, longtemps présentée comme une solution, apparaît ici comme un modèle contesté de l'intérieur. La trajectoire incarnée par Ibrahim Traoré oblige à regarder autrement des politiques souvent évaluées à partir d'intentions plutôt que de résultats mesurables. Elle rappelle que la perception locale peut diverger fortement des récits officiels produits à distance. À un niveau plus personnel, cette situation invite chacun à réfléchir au coût du changement. La souveraineté, dans ce contexte, n'est pas un concept abstrait, mais une série de choix quotidiens qui impliquent des renoncements temporaires et des paris risqués. La question implicite devient alors universelle. Accepterait-on une période de contraintes accrues aujourd'hui pour modifier un équilibre jugé insatisfaisant à long terme? Deux pistes de réflexion émergent pour le spectateur. D'abord, distinguer le rejet d'un modèle de l'adhésion automatique à un autre en gardant un regard critique sur toutes les alternatives proposées. Ensuite, suivre les indicateurs concrets plutôt que les slogans. Sécurité effective, redistribution des ressources et capacité de décision réelle. C'est dans cet espace, entre empathie et distance analytique, que le débat sur le Sahel prend toute sa profondeur. À ce stade, la survie politique du projet sahélien dépend moins des déclarations que d'une exécution méthodique. La première étape concerne la sécurité opérationnelle. Les autorités cherchent à consolider des forces nationales capables d'agir de façon coordonnée, avec des priorités claires et des chaînes de commandement resserrées. L'objectif n'est pas une victoire rapide, mais une réduction progressive des zones hors contrôle. Pour Ibrahim Traoré, cette étape conditionne toutes les autres. Sans un minimum de sécurité, aucune réforme économique ne peut tenir. La deuxième étape porte sur la maîtrise des ressources, renégocier les contrats miniers, renforcer la traçabilité de l'or artisanal et améliorer la collecte fiscale visent à augmenter les recettes internes. Le calendrier est graduel. D'abord, stabiliser les flux existants, ensuite ajuster les termes, enfin investir une part visible des revenus dans des services publics identifiables. La mesure du succès est simple, une hausse mesurable de la part de valeur captée par l'État sans effondrement de l'activité. La troisième étape concerne la diversification des partenariats. Il ne s'agit pas de substituer une tutelle à une autre, mais de maintenir plusieurs canaux ouverts. Russie, Chine et acteurs régionaux offrent des options différentes. La clé est la négociation sélective, projet par projet, afin d'éviter un nouvel enfermement stratégique. La réussite se mesure ici par la capacité à refuser certaines conditions sans perdre l'accès à l'ensemble des soutiens. La quatrième étape touche à la légitimité interne. Communiquer sur des résultats concrets, même modestes, devient essentiel pour maintenir l'adhésion populaire. Routes réparées, salaires payés, services de base rétablis servent de preuves tangibles.
Ibrahim Traoré mise sur cette visibilité pour transformer la patience sociale en capital politique. Enfin, la cinquième étape est diplomatique. Réduire la conflictualité verbale sans renoncer aux principes vise à desserrer l'étau international. L'indicateur clé n'est pas l'adhésion, mais la normalisation fonctionnelle des échanges. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit toutefois un chemin mesurable où chaque étape peut être évaluée, ajustée ou corrigée avant que les coûts cumulés ne deviennent irréversibles. Au fil du récit, un même motif revient, la ligne tracée, puis tenue malgré la pression. Ce fil conducteur relie les premières expulsions de troupes aux renégociations de contrats et jusqu'au discours appelant à l'endurance collective. Dans ce paysage incertain, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un dirigeant militaire, mais comme le symbole d'un moment où le choix a été fait de ne plus reculer, même sans garantie de succès rapide. Le rappel est essentiel. Les promesses de stabilité d'hier n'ont pas disparu par hasard. Elles se sont effritées lentement au contact des réalités locales. La rupture actuelle s'inscrit donc dans une continuité de désillusion autant que dans une volonté de réécriture. Ce n'est pas l'assurance d'un avenir meilleur qui soutient l'effort, mais la conviction qu'un retour en arrière serait pire que l'incertitude présente. L'émotion ne vient pas d'un triomphe annoncé, mais de la tension entre espoir et coût. Chaque décision pèse, chaque concession est scrutée, chaque succès partiel devient un argument pour tenir encore. Le Sahel avance sans certitude, mais avec une cohérence nouvelle. Accepter la difficulté aujourd'hui pour préserver la possibilité d'un autre équilibre demain. La phrase qui s'impose est simple et lourde de sens. La souveraineté n'est pas un instant, c'est une épreuve. Elle ne se mesure pas au premier choc, mais à la capacité de rester debout quand l'attention internationale se détourne. C'est ce temps long, plus que les annonces spectaculaires, qui déterminera la portée réelle de l'expérience sahélienne. À ce point du parcours, le Sahel n'apparaît plus comme une simple zone de crise, mais comme un espace où se teste une idée plus large. La possibilité de redéfinir des relations longtemps considérées comme figées. Ce qui s'y joue dépasse les frontières régionales et interroge des schémas familiers de puissance, de dépendance et de légitimité. L'expérience en cours n'offre ni modèle clé en main ni certitude confortable, mais elle force à regarder autrement des équilibres hérités. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de trancher hâtivement entre succès ou échec. Il est plutôt d'observer comment se construisent dans la durée des trajectoires politiques sous contrainte. Quels indicateurs compteront vraiment demain? La stabilité mesurée, la redistribution effective des ressources ou la capacité à préserver des marges de décision face aux pressions extérieures? Ces questions ne concernent pas seulement l'Afrique de l'Ouest. Elles résonnent partout où des sociétés cherchent à sortir de relations asymétriques sans déclencher un effondrement. La suite reste ouverte. Elle dépendra de choix cumulés, souvent discrets, plus que de gestes spectaculaires. C'est précisément pour cela que le suivi attentif importe. Que faut-il regarder en priorité pour juger ce pari? Quels signaux vous semblent décisifs pour évaluer si cette voie mérite d'être poursuivie ou corrigée?